Mmh. Mmh. Bienvenue dans Explorer le temps et l'éternité, un podcast de Deleuze Modeste où nous voyageons à travers les profondes intersections de l'art, de la philosophie et de la musique. Dans cet épisode, nous explorons la beauté intemporelle de la musique byzantine et sa fascinante résonance avec la philosophie d'Henri Bergson, en particulier sa conception du temps comme durée. L'idée bergsonienne de la durée, une expérience continue et qualitative du temps, remet en question la vision fragmentée et mécanique du temps comme une séquence de moments discrets. Dans la riche tapisserie de la tradition musicale byzantine, nous trouvons une incarnation frappante de ce concept. Le chant byzantin, avec sa structure fluide et non linéaire, transcende les frontières temporelles à travers de longues lignes mélodiques et une improvisation modale. La musique invite les auditeurs à un état méditatif, faisant écho à l'élaboration de Gilles Deleuze sur la durée de Bergson comme déploiement d'un pur devenir. Rejoignez-nous pour découvrir comment la composition musicale byzantine, avec ses rythmes cycliques et l'accent mis sur la présence éternelle, reflète les réflexions philosophiques sur le temps, offrant une synthèse profonde de l'expérience temporelle et spirituelle. Laissez la conversation vous transporter au-delà des limites du temps mécanique dans le royaume intemporel de la durée. Commençons par Bergson. Pour beaucoup d'entre nous, le temps est quelque chose que nous mesurons, les heures qui s'égrènent sur une horloge, les rendez-vous marqués sur les calendriers. Bergson a remis en question ce point de vue avec son concept de durée. Selon lui, le temps véritable n'est pas quelque chose que l'on peut découper en segments. Il s'agit plutôt d'une expérience continue et fluide, à l'image d'une mélodie qui s'écoule sans interruption, où chaque note porte en elle l'essence de ce qui l'a précédé et laisse entrevoir ce qui va suivre. Pour Bergson, le temps d'horloge est une invention pratique, un moyen quantitatif d'organiser la vie. Mais ce n'est pas ainsi que nous vivons réellement le temps. Pensez à la façon dont une heure joyeuse peut passer en un éclair, alors que 5 minutes d'attente peuvent sembler une éternité. Bergson appelait cette expérience vécue et qualitative du temps la durée. Elle est dynamique, indivisible et profondément liée à notre conscience. Le concept du temps comme durée est au cœur de la philosophie d'Henri Bergson, et son analogie du temps comme une mélodie offre une manière profonde de comprendre cette idée. Bergson critique la vision conventionnelle et scientifique du temps comme une série de moments discrets et mesurables, comme les points sur une horloge, et propose au contraire que le temps soit une expérience continue, fluide et indivisible. Sa métaphore de la mélodie permet d'illustrer ce concept,
et en la décortiquant, nous pouvons mieux comprendre comment la musique et la mélodie sont liées à sa notion du temps en tant que durée. Le concept de temps comme durée chez Bergson. Bergson affirme que le temps, tel que nous le vivons, n'est pas une séquence d'instants distincts, mais un flux continu. Il appelle cette expérience vécue du temps, durée. La durée est qualitative plutôt que quantitative, elle ne peut être décomposée en parties distinctes sans perdre son essence. Il s'agit d'un processus de changement constant et d'interpénétration, où le passé s'écoule dans le présent et le présent dans l'avenir. Cela contraste avec la vision spatialisée et mécaniste du temps, qui le traite comme une série d'unités statiques et mesurables. L'analogie de la mélodie. L'analogie que fait Bergson du temps comme d'une mélodie est particulièrement éclairante. Une mélodie n'est pas seulement une collection de notes individuelles, c'est la façon dont ces notes se fondent les unes dans les autres, créant un ensemble unifié et dynamique. Pour comprendre cela, Bergson propose une expérience de pensée. Effacez la différence entre les sons. Tout d'abord, imaginez que vous supprimez les qualités distinctes de chaque note d'une mélodie. Au lieu d'entendre les hauteurs individuelles, concentrez-vous sur la façon dont une note passe à la suivante. Cette étape met l'accent sur la continuité de la mélodie plutôt que sur ses éléments distincts. Supprimez les caractéristiques distinctives du son lui-même. Ensuite, il faut aller encore plus loin et se débarrasser complètement des qualités spécifiques du son. Ce qui reste, c'est le mouvement pur ou le flux, l'impression qu'un moment s'enchaîne sans heurts au suivant. Conservez la continuité et la transition ininterrompue, ce qui reste, c'est l'essence de la durée, le flux continu où le passé n'est pas séparé du présent mais y est transporté. C'est le cœur du concept de temps de Bergson, une multiplicité de moments qui ne sont pas divisés mais entrelacés, et une succession qui est continue plutôt que fragmentée. Implication pour la compréhension de la musique. L'analogie de Bergson nous éclaire également sur la manière dont nous percevons la musique. Lorsque nous écoutons une mélodie, nous ne la percevons pas comme une série de sons isolés, mais comme un tout unifié et fluide. Cette expérience s'aligne sur le concept de durée de Bergson, où le temps est ressenti comme un processus continu et qualitatif plutôt que comme une collection d'instants discrets. En ce sens, la musique devient une expression directe de la durée, capturant la nature fluide et dynamique du temps. Conclusion. L'analogie de Bergson avec le temps comme une mélodie résume parfaitement son concept de durée. En nous concentrant sur la continuité et le flux d'une mélodie, plutôt que sur ses notes individuelles, nous pouvons mieux saisir son idée du temps en tant qu'expérience qualitative indivisible. La musique, en tant que forme d'art qui se déploie dans le temps, est une puissante incarnation de ce concept, illustrant la façon dont le passé, le présent et le futur sont imbriqués dans un flux continu et dynamique. Par ce biais, Bergson nous invite à repenser notre compréhension du temps, en dépassant la vision mécaniste pour adopter une perspective plus holistique et expérientielle. Quel est donc le lien avec l'art et la musique byzantin ? Commençons par les mosaïques et les icônes byzantines. Lorsque vous vous trouvez devant une mosaïque chatoyante dans une église faiblement éclairée, vous ne regardez pas un instantané du temps. Ces œuvres sont conçues pour évoquer l'éternité. Elles n'ont rien à voir avec le réalisme ou le présent. Elles visent plutôt à vous transporter dans un monde divin et intemporel. Les icônes sont elles aussi des fenêtres sur l'éternité. Leur immobilité et leur imagerie symbolique transcendent le monde physique. Elles ne sont pas liées au temporel, elles nous invitent à pénétrer dans l'éternel présent, un concept remarquablement similaire à l'idée de Bergson selon laquelle le temps est un déroulement continu plutôt qu'une série d'instants figés. Passons maintenant à la musique byzantine, qui incarne ces idées sur le plan sonore. Contrairement à la musique occidentale, qui suit souvent des schémas stricts et prévisibles, le chant byzantin coule librement. Il ne se précipite pas vers une conclusion ou ne se résout pas en une fin nette. Au contraire, sa nature cyclique et improvisée reflète l'expérience de la durée. Dans le chant byzantin, chaque note semble émerger organiquement, portant avec elle la résonance de la note précédente et l'anticipation de la suivante. Cela crée un état méditatif,
entraînant l'auditeur dans une expérience spirituelle intemporelle. À l'instar de la durée de Bergson, cette musique se déploie comme un tout continu, défiant la nature segmentée du temps d'horloge. La musique et l'art byzantin sont donc plus que des expressions esthétiques, ce sont de profondes méditations sur la nature du temps. Ils dissolvent les frontières entre le passé, le présent et le futur, nous immergeant dans un moment éternel qui résonne profondément avec la philosophie de Bergson. Plongeons maintenant dans le monde captivant de la musique byzantine, une tradition sacrée qui a traversé les siècles et profondément façonné les paysages spirituels et culturels de l'Église orthodoxe orientale. Qu'est-ce qui rend la musique byzantine si unique? Voyons cela de plus près. Les systèmes modaux, les échos. Au cœur de la musique byzantine se trouve son système modal, connu sous le nom d'écho. Semblable au concept des modes de la musique occidentale, chaque écho fournit un cadre à la mélodie, définissant sa structure tonale et son caractère émotionnel. Cependant, contrairement aux gammes majeures et mineures que nous connaissons tous, les échos sont profondément enracinés dans les anciennes traditions grecques et orientales. Chaque mode possède sa propre atmosphère spirituelle. Par exemple, certains échos évoquent la joie et la légèreté, tandis que d'autres inspirent l'introspection ou la crainte. Ce système modal n'est pas seulement un outil technique, c'est un moyen de guider le cœur et l'esprit de l'auditeur vers une expérience spirituelle. Et c'est ainsi que nous commencerons à voir nos tons musicaux notés en grec, ni, pa, vous, ga, di, ke, zo, ni traduits en leurs équivalents modernes. La gamme diatonique ni correspond à la gamme de do majeur dans la musique occidentale. Dans la musique byzantine, les échois, singuliers, chaux astérisques servent de système tonal et modal fondamental. Ils sont analogues aux modes musicaux de la musique occidentale et définissent le cadre mélodique, le caractère tonal et l'expression émotionnelle d'un morceau. Voici un aperçu de leur rôle. 1. Système à 8 modes. La musique byzantine est organisée selon un système octo-écho astérisque, ce qui signifie qu'il existe 8 modes primaires, échois. Ceux-ci sont divisés en 2 groupes. Les échois diatoniques, basés sur les intervalles naturels. Les échos chromatiques et enharmoniques, basés sur des intervalles plus petits ou modifiés. Chaque mode a son propre centre tonal, hauteur de départ, son propre modèle de gamme et ses propres formules mélodiques qui lui confèrent une sonorité et une ambiance particulières. 2. Fonction liturgique. Les échois guident la composition et l'exécution des chants dans la liturgie byzantine. Différents modes sont assignés à divers hymnes, psaumes et prières en fonction du jour, de la fête ou de la saison liturgique. Par exemple, les modes lumineux et entraînants sont utilisés pour les célébrations telles que Pâques. Des modes plus sombres et plus réfléchis sont utilisés pendant le carême. Chaque chant fournit un cadre pour le développement mélodique. Les mélodies du chant sont composées dans les contraintes du mode choisi. L'improvisation. Les chanteurs utilisent des formules et des modèles modaux établis pour des embellissements extemporanés. Dans la musique byzantine, les échois, singuliers, chaux astérisques servent de système tonal et modal fondamental. Ils sont analogues aux modes musicaux de la musique occidentale et définissent le cadre mélodique, le caractère tonal et l'expression émotionnelle d'un morceau. Voici un aperçu de leur rôle. 1. Système à 8 modes. La musique byzantine est organisée selon un système octo-écho astérisque, ce qui signifie qu'il existe 8 modes primaires, échois. Ceux-ci sont divisés en 2 groupes. Les échois diatoniques, basés sur les intervalles naturels.
les échos chromatiques et enharmoniques, basés sur des intervalles plus petits ou modifiés. Chaque mode a son propre centre tonal, hauteur de départ, son propre modèle de gamme et ses propres formules mélodiques qui lui confèrent une sonorité et une ambiance particulières. 2. Fonctions liturgiques. Les échois guident la composition et l'exécution des chants dans la liturgie byzantine. Différents modes sont assignés à divers hymnes, psaumes et prières en fonction du jour, de la fête ou de la saison liturgique. Par exemple, les modes lumineux et entraînants sont utilisés pour les célébrations telles que Pâques. Des modes plus sombres et plus réfléchis sont utilisés pendant le carême. Chaque chant fournit un cadre pour le développement mélodique. Les mélodies du chant sont composées dans les contraintes du mode choisi. L'improvisation. Les chanteurs utilisent des formules et des modèles modaux établis pour des embellissements extemporanés. Et c'est là que nous arrivons à notre but. La relation entre Lison dans la musique byzantine et la philosophie de la durée d'Henri Bergson offre une perspective fascinante pour explorer le temps, la constance et la nature de l'expérience. Dans la musique byzantine, Lison est le bourdon immuable qui sous-tend les lignes mélodiques du chant. Il fournit un ancrage harmonique, donnant à la mélodie sa structure et sa stabilité, tout en restant discret, permettant au mouvement fluide et dynamique du chant de prendre le devant de la scène. Lison n'est pas statique dans un sens rigide, il respire avec la musique, s'adaptant subtilement tout en conservant sa fonction principale de présence constante. Dans la musique byzantine, Lison sert essentiellement de bourdon continu qui ancre la mélodie. Cependant, il est loin d'être un élément monotone ou purement statique. Lison est soigneusement composé et évolue subtilement en réponse à la structure mélodique et modale du chant. Il reflète le centre tonal du mode ou échoua et s'ajuste dynamiquement au flux des phrases mélodiques. Par exemple, lorsque la mélodie monte ou module, Lison peut se déplacer légèrement pour s'adapter et entrer en résonance avec les harmoniques du mode, tout en restant constant dans sa présence. Cette double qualité, changement et réponse, offre un parallèle profond avec le concept de durée d'Henri Bergson. La durée de Bergson souligne que le temps n'est pas une séquence d'instants isolés et mesurables, mais un continuum indivisible et fluide où le passé coexiste avec le présent. Lison reflète cette idée en créant un continuum musical qui enracine le chant dans une présence intemporelle. Il soutient le déroulement de la mélodie dans le « maintenant », tout en maintenant un sentiment de connexion avec tous les moments musicaux antérieurs et potentiels. Lison, tout comme la durée, englobe le passé, le présent et l'avenir dans une expérience unifiée, où le passé n'est pas effacé mais persiste et informe le présent qui se déploie. Le concept de temps comme durée d'Henri Bergson et le rôle de Lison dans la musique byzantine peuvent être reliés par l'accent qu'ils mettent sur l'expérience continue, fluide et qualitative du temps, plutôt que sur une compréhension fragmentée ou quantifiée. Le concept de Bergson, le temps comme durée, Henri Bergson, philosophe français, a distingué deux conceptions du temps. Le temps spatialisé, c'est le temps mesurable, le temps de l'horloge qui est divisé en unités discrètes, secondes, minutes, heures. Il est quantitatif et extérieur. La durée, c'est l'expérience interne et subjective du temps en tant que flux continu. Elle est qualitative, indivisible et inséparable de la conscience. La durée est l'expérience vécue du temps, où le passé, le présent et le futur s'interpénètrent et se fondent l'un dans l'autre. Selon Bergson, la durée est la véritable nature du temps, car elle reflète la façon dont nous expérimentons la vie, non pas comme une série de moments isolés, mais comme un processus dynamique ininterrompu. Le rôle de Lison dans la musique byzantine. La musique byzantine est une tradition de chant sacré qui remonte au début de l'Église chrétienne. Lison est un élément fondamental de cette musique. Il s'agit d'une note soutenue, semblable à un bourdon, qui accompagne la mélodie et constitue une base tonale.
L'ison est généralement chauffé par un haut chanteur et reste constant. Conclusion, l'ison comme durée dans la musique. La relation profonde entre l'ison et la philosophie de Bergson réside dans leur représentation commune du temps comme un continuum indivisible. L'ison incarne la durée en faisant coexister le passé et le présent, ce qui permet au chant d'évoluer de manière dynamique tout en étant entré dans la constance. Il reflète également la force créatrice du temps, permettant à la mélodie de se déployer librement sans rompre son lien avec le fondement tonal. En fin de compte, l'ison révèle une ontologie du temps qui décompose l'espace et embrasse la nature fluide, interpénétrée et générative du temps, un concept qui résonne profondément avec la vision de Bergson sur la durée. Ainsi, après avoir examiné les fondements du bourdon-ison tonal et de la notation byzantine des tons, nous ferons un pas en arrière vers la philosophie. Si le bourdon tonal est utilisé pour aider à exprimer l'idée, des modes et des mélodies qui vont non seulement l'accompagner mais aussi agir en tant que protagoniste, comment pourrait-on considérer la reprise bien connue du concept platonicien de l'idée, comme multiplicité virtuelle et agent d'actualisation des modes dans le déluge de Gilles? L'engagement de Gilles Deleuze dans le concept platonicien de l'idée et sa relation avec la philosophie de l'immanence et de la substance de Spinoza est un jeu complexe de critique, de réinterprétation et de synthèse. Voici comment ces concepts s'articulent dans la pensée de Deleuze. 1. L'idée de Platon et la critique de Deleuze. Dans la philosophie de Platon, l'idée, ou la forme, est une essence éternelle, immuable et transcendante qui existe au-delà du monde matériel. Les choses particulières du monde sont des copies imparfaites ou des instantiations de ces idées. Deleuze critique la transcendance de l'idée chez Platon, arguant qu'elle crée une structure hiérarchique où l'idée est privilégiée par rapport à ses manifestations matérielles. Pour Deleuze, ce dualisme entre l'idéal et le matériel est problématique car il subordonne la différence à l'identité et donne la priorité à un modèle fixe et éternel sur les processus dynamiques du devenir. 2. L'immanence et la substance de Spinoza. La philosophie de Spinoza est fondée sur le concept d'immanence astérisque selon lequel il n'y a pas de séparation entre le divin, la nature et l'existence. La substance de Spinoza, Dieu ou la nature, est immanente à toute chose, et tout ce qui existe est une modification ou une expression de cette substance unique. La substance de Spinoza a des attributs, par exemple, la pensée et l'extension, qui expriment son essence de différentes manières. Ces attributs ne sont pas séparés de la substance mais lui sont immanents, formant un système de modes interconnectés. Deleuze s'appuie fortement sur l'immanence de Spinoza pour contester la transcendance de l'idée platonicienne. Pour Deleuze, le système de Spinoza montre comment la différence et la multiplicité peuvent émerger d'un plan unique et immanent de l'être sans avoir recours à des structures hiérarchiques ou dualistes. 3. La synthèse de Deleuze. L'immanence et la substance chez Spinoza. La philosophie de Spinoza est fondée sur le concept d'immanence, selon lequel il n'y a pas de séparation entre le divin, la nature et l'existence. La substance de Spinoza, Dieu ou la nature, est immanente à toute chose, et tout ce qui existe est une modification ou une expression de cette substance unique. La substance de Spinoza possède des attributs, par exemple, la pensée et l'extension, qui expriment son essence de différentes manières. Ces attributs ne sont pas séparés de la substance mais lui sont immanents, formant un système de modes interconnectés. Deleuze s'appuie fortement sur l'immanence de Spinoza pour contester la transcendance de l'idée platonicienne. Pour Deleuze, le système de Spinoza montre comment la différence et la multiplicité peuvent émerger d'un plan unique et immanent de l'être sans avoir recours à des structures hiérarchiques ou dualistes. 3. 4. Le système de nœuds des attributs. Les attributs de Spinoza, par exemple, la pensée et l'extension, peuvent être considérés comme un système de modes qui exprime l'essence de la substance de différentes manières. Ces attributs ne sont pas séparés de la substance mais sont des expressions interconnectées de sa réalité immanente. Deleuze prolonge cette idée en traitant le virtuel, le royaume des idées, comme un système de relations différentielles interconnectées. Ces relations ne sont pas fixes mais sont constamment en mouvement, générant de nouvelles actualisations.
En ce sens, les idées virtuelles de Deleuze fonctionnent comme les attributs de Spinoza, elles sont immanentes à l'actuel et expriment le pouvoir générateur de la différence. 5. Conclusion, immanence et différence. Le concept d'idée de Deleuze, influencé à la fois par Platon et Spinoza, rejette la transcendance au profit de l'immanence. Les idées ne sont pas des formes statiques mais des structures dynamiques et différentielles qui sont immanentes au processus d'actualisation. En intégrant l'immanence et le système substance-attribut de Spinoza, Deleuze crée une philosophie qui met l'accent sur la différence, la multiplicité et le devenir plutôt que sur l'identité, la hiérarchie et l'être. En résumé, Deleuze redéfinit l'idée platonicienne comme une structure différentielle immanente, en s'appuyant sur la philosophie de Spinoza pour créer un système où les idées sont des multiplicités virtuelles qui génèrent des différences réelles dans le monde. Cette synthèse permet à Deleuze de dépasser les limites de la transcendance platonicienne et de développer une philosophie de l'immanence et de la différence. Ainsi, nous avons vu la réinterprétation deleuzienne de l'idée, platonicienne comme une multiplicité virtuelle qui sera actualisée, et nous avons vu le schéma spinozien de substance-attribut-mode, un système triadique que Deleuze flattera au virtuel et à l'actuel, et comment la matière sonore de la vertu brute peut être actualisée à travers les attributs de la pensée et de l'extension. Le concept de son de Deleuze, en particulier en ce qui concerne le virtuel et l'actuel, peut être relié de manière significative au cadre de la substance, des attributs et des modes de Spinoza. Voici comment l'ontologie de Spinoza, substance, attribut et mode. La substance, la réalité fondamentale que Spinoza identifie à Dieu ou à la nature, de sive natura, est autocausée et infinie. Attribut, les différentes façons dont la substance est exprimée et comprise, par exemple la pensée et l'extension. Mode, les modifications particulières de la substance qui existent de manière finie, par exemple les entités individuelles, les corps et les esprits. Le système virtuel actuel de Deleuze. Le virtuel, ce n'est pas simplement le possible, mais un champ de potentialité réel et intensif qui est pré-individuel et non encore actualisé. L'actuel, l'état pleinement déterminé des choses qui émergent du virtuel par la différenciation et l'individuation. Le son dans ce cadre, le son existe en tant que champ de potentialité virtuel avant de devenir un événement actualisé par l'expression, la vibration ou la modulation. Relier Spinoza à Deleuze sur le son. Si nous établissons une analogie entre la substance et le virtuel, les deux sont des réalités fondatrices, la substance est la cause immanente de toute chose, tout comme le virtuel est le champ génératif à partir duquel les actualisations émergent. Les attributs pourraient être comparés à des plans d'expression à travers lesquels le virtuel se manifeste, tout comme les attributs de Spinoza, pensée, extension, fournissent des moyens d'appréhender la substance, le son pourrait être considéré comme un attribut expressif du virtuel. Les modes correspondent à des instances actualisées de vibration, de tonalité et de résonance spécifiques au son qui émerge du champ virtuel du potentiel sonore. Ainsi, en termes deleuziens, le son est une actualisation des intensités virtuelles, tout comme pour Spinoza, les modes sont les expressions actuelles de la substance infinie. Le processus de devenir sonique, la façon dont les intensités brutes et indifférenciées virtuelles donnent naissance au son perceptible actuel, reflète la façon dont les modes émergent de la substance. Cette lecture nous permet de voir le son non pas comme une entité statique, mais comme un processus de déploiement où les forces virtuelles deviennent des événements audibles. Elle s'inscrit également dans la vision bergsonienne du temps de Deleuze, où le son existe dans un champ dynamique de potentiel passé et futur, plutôt que d'être réductible à un point instantané du présent.
Mm.